qu'est-ce que le zombie filler ? Ce sont des injections qui proviennent de graisses récupérées sur des cadavres. Ah, ça me dégoûte. Ouais, c'est terrifiant. Là, on a une dérive à l'heure actuelle où on veut maigrir à tout prix, très vite, et voire même des jeunes filles qui s'injectent entre elles avec des tutos sur YouTube. Et ça n'est pas, Pauline, anecdotique. La proportion de patientes qui décrit des troubles de la libido, voire plus du tout d'envie d'ailleurs, une sécheresse des douleurs, de femmes qui se forcent à avoir des rapports de peur que leur mari aille voir ailleurs, on n'en parle pas, quoi. Je suis en périménopause. Ah bah, Tu es c'est sûr. potentiellement en âge, oui, effectivement. Dans Donne-moi tout, qu'est-ce qu'on fait ? On invite des gens, on parle. Je parle beaucoup parce que vous écoutez ce podcast aussi parce que je suis là. Normalement, ça ne devrait pas trop vous déplaire que je sois là. Et on apprend des choses tous ensemble. Moi, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Et pour devenir, pas la meilleure version de nous-mêmes, mais juste pour repartir toujours après un épisode avec, je sais pas, quelque chose qui vous a changé. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, pour la 2e semaine, et de toutes les manières, vous l'avez demandé, vous avez dit non mais on en veut plus, je suis avec Myriam Sacchetti. Et je vais enlever le masque. Parce que Enlève-le, pour animer, Pauline. c'est Oui. pas pratique. On l'a Mais vu. tu sais, je crois que si je resserrais beaucoup plus la sangle derrière, je pourrais quand même faire le ménage avec. Ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est qu'il fait quasiment 40 degrés dans le studio. Je pense que tu vas pas tenir tout l'épisode avec. Il est magnifique. Mais tu peux l'enlever. Je déscratch. Eh bien, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet, mais d'abord, on va te représenter. Tu es médecin généraliste, finalement, mais Médecin tu as... esthétique, je fais Voilà. que de la médecine esthétique et de la micronutrition. Myriam, première question. Est-ce que ce masque, c'est du bullshit ou ça marche et c'est cool de faire ça ? Alors, la LED, c'est tout sauf du bullshit. Nous, Ok. on utilise ça beaucoup dans les cabinets avec des panneaux LED, notamment après des traitements assez invasifs, comme des lasers CO2 ou pour des cicatrisations dirigées ou même en antidouleur. Ça marche très bien. Ce qu'on appelle la photobiomodulation, c'est réellement étudié, c'est pas des gadgets. Il y a effectivement toute une mode de la LED à la maison avec des home devices comme ça. Mais non, ça peut faire partie effectivement d'une bonne routine à la maison. Et probablement, parmi tous les outils qu'on peut avoir à la maison, et j'en ai un dans la main, je pense que s'il n'y en a qu'un à privilégier, c'est un masque LED de bonne qualité. Ok. Un masque LED de bonne qualité. Oui, Faut le dire, moi, la marque me l'a envoyé parce pour le que tester. je crée du contenu et je pense qu'ils ont tout intérêt à ce que je montre ce masque. Ce masque coûte 750 € quand même. Hein. C'est un investissement. Moi, alors je choisirais. Bon, le prix est important, c'est-à-dire qu'un masque à 50 € sur Alibaba, vous évitez. On sait que Ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Mais je choisirais mon masque LED en fonction, évidemment, du marquage CE, marquage de sécurité en Europe, en fonction des longueurs d'onde, donc des différentes couleurs qui sont proposées, puisque par exemple, le bleu va agir sur l'acné. Là, en général, sur de l'anti-âge, on est sur du rouge infrarouge. Le nombre de petites lumières à l'intérieur également. Le coût est quand même important. Je ne suis pas sûre que par rapport à des masques qui sont peut-être un tiers moins cher, il soit forcément bien mieux. Et un autre point important, le confort. Pourquoi ? Parce que la LED, et notamment à la maison avec des matériaux qui sont moins puissants qu'en cabinet, c'est bien, mais à condition de réellement l'utiliser. Tous les jours ? Alors, pas tous les jours. Idéalement, 1 jour sur 2, plutôt, ou 4 fois par semaine, pour pas saturer, au contraire, nos mitochondries, qui sont un peu la cible du masque LED. Mais si ton masque est lourd et inconfortable, bien qu'il soit très beau, je pense qu'on ne va pas l'utiliser très longtemps. Si c'est pour finir dans un placard, gardez vos 300, 400 ou 700 € pour autre chose. Ça sert, ok. Mais tout à l'heure, les filles de mon équipe m'ont dit, ok, ça sert, mais à quoi en fait ? Alors, il y a une grande mode, ça fait cool. Et il y a des réels sur les réseaux sociaux de filles qui le portent dans le métro. J'adore, je trouve ça tellement drôle. Pas vu ça, c'est drôle. Tellement marrant. Tous les gens sont là, mais excellent. qu'est-ce que c'est quoi ? Donc moi, je t'ai expliqué un peu l'utilisation qu'on peut en avoir dans les cabinets. Ouais, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est la base, en fait. C'est la base, tu vois, rien à voir avec le visage. Mais sur, par exemple, une opération des seins, à mon avis, à l'heure actuelle, il est quasiment plus concevable que post-chirurgie, pour de l'esthétique en plus, pas forcément pour du cancer du sein ou autre, on n'ait pas quelques séances de LED pour améliorer la cicatrisation et éviter le risque de cicatrice hypertrophique. Maintenant, à la maison, sur des masques LED comme ça, on va jouer vraiment sur plus le côté anti-âge, prévention, limiter l'inflammation.
On peut jouer sur l'acné, en jouant à la fois sur l'inflammation et sur les bactéries de l'acné si on a du bleu dans le masque LED. Il y a aussi un effet un peu qui est réel, hein, de détente, de bien-être. Et on est dans des vies très actives. Rien que le fait de se poser 10 minutes avec son masque et de prendre le temps, ça, les patientes décrivent vraiment un bénéfice. Rien que pour ça, c'est leur petit moment à elles, un petit peu. Mais voilà, on est vraiment sur une action inflammation et anti-âge. Dans cet épisode, on va balayer beaucoup de sujets autour de la santé de la femme, Ozempic, périménopause, ménopause, etc. Mais là, on commence vraiment par la peau et par la médecine esthétique, parce que c'est un sujet, c'est devenu un truc. Le nombre de filles, moi, que je suis sur les réseaux sociaux, ou que je suis pas d'ailleurs, qui tombent dans mon feed, mais à raison, notre algorithme... Si l'algorithme te les montre. Oui, bien sûr. Moi, j'avais un grand truc autour de la skincare coréenne. Oui, la skincare coréenne, mange ta skincare, il y a beaucoup de choses autour de la skincare. La peau, c'est quand même aussi un reflet de la santé, clairement. Quand on a une belle peau, en général, on est quand même plutôt en bonne santé. Et une peau à problème, ça peut révéler des petits soucis qu'il faut aller explorer. La skincare coréenne, il y a une grosse mode. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Asie et en Corée notamment, ils sont très en avance. Nous, on le voit sur nos congrès de médecine esthétique. Les peaux asiatiques sont des peaux qui marquent très vite, qui pigmentent très vite. Ils sont extrêmement soucieux de la protection solaire. Donc, ils ont des très bonnes protections solaires en général. Et ce qui est assez appréciable dans leurs produits également, c'est qu'ils gèrent bien aussi l'inflammation, puisqu'une peau, elle va avoir des taches aussi parce qu'il y a de l'inflammation. Donc, en général, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir des skincare qui viennent de Corée, mais ce qu'on peut retrouver dans leurs produits, c'est un aspect un peu cocooning de la peau et une très bonne protection oui, puis solaire. Souvent, moi, j'ai acheté des produits... Alors, parfois, j'ai acheté des produits où après, on m'a dit « Mais non, mais ça, c'est pas du tout clean. C'est pas parce que c'est coréen que c'est clean. » En revanche, il y a beaucoup de produits que j'ai achetés qui sont clean parce qu'en fait, la composition est très simple. Oui, ils ont des compositions simples. Après, c'est encore un concept, le clean dans les skincare, qui me fait bondir, me tresse les cheveux sur la tête. Notamment, tu vois, là, j'en discutais avec une consoeur dermato il n'y a pas longtemps. J'étais effarée du nombre de cancers de la peau qu'on a pu voir avec elle sur une semaine, et notamment sur les solaires. Arrêter avec ce concept de « est-ce que ton solaire est clean ?» Le cancer de la peau, il n'est pas clean. Et c'est quoi cette notion de clean? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par là? Oui, parce qu'en fait, on n'est pas des scientifiques. Voilà, c'est aussi un concept marketing. Est-ce que Yuka, ça sert quand on scanne nos produits? C'est pas la première chose que je regarderai, Yuka. Okay. Et pareil alors, comment pour on l'alimentation. Si on achète un produit dans lequel il y a potentiellement quelque chose de dangereux pour notre peau et du coup pour notre santé? Alors, tu peux demander conseil déjà si c'est en pharmacie, là où tu achètes tes produits. Tu peux regarder la composition, on trouve quand même... comment je ferais de manière pratique en tant que consommateur? Tu pourrais scanner l'arrière de ton produit. Tu peux regarder sur Incy Beauty, Yuka ou autre pour avoir un peu une idée. Mais après, c'est aussi une question de bon sens. Il faut une protection solaire. Si tu veux pas de taches, pas de rides et surtout pas de cancer de la peau. Oui, parce que ça a augmenté, c'est ça, les cancers de la peau. C'est énorme. Je ne sais pas te dire les chiffres là à l'heure actuelle, mais j'ai vu il y a quelques semaines... des cancers avec justement cette consoeur dermato chez beaucoup de personnes de 35-40 ans qui n'étaient pas surexposées, qui pourtant se protégeaient aussi, donc d'où l'intérêt d'un dépistage régulier. Mais protégez-vous du soleil. Protégez-vous du soleil au lieu d'avoir en préoccupation principale, est-ce que le produit est clean? Je ne vais pas plaire à tout le monde en disant ça. Je ne dis pas qu'il faut se tartiner le visage de silicone non plus, mais c'est un petit peu comme en alimentation... des gens qui vont se prendre la tête sur des tout petits trucs. J'essaye de te trouver un exemple précis sur attention, il y a, je sais pas, tel produit ajouté dans mon aliment. Et à côté de ça, qui vont avoir une hygiène de vie atroce, qui vont fumer, pas faire de sport. Et voilà, mettez les choses dans l'ordre. Oui, c'est ça. Donc pour toi, le plus important, et donc c'est vrai que les Coréens, les Coréennes, les Japonais, Japonaises, c'est la base, ne pas prendre le soleil et mettre de la crème solaire. Et regarder leur peau.
Ils sont rarement tachés, rarement ridés. Il y a une qualité de peau qui n'est pas la même que nous, mais ils sont vraiment obligés de protéger beaucoup parce que ces peaux-là, elles tachent, elles pigmentent beaucoup. Donc elles craignent Donc et la elles traîne réagissent. de la Skincare coréen. tendance d'avoir les traces du soleil, on évite. Ah, pas avec moi, s'il te plaît, pour un autre épisode, mais pas avec moi. Ah ouais. Ouais, non, clairement. Non, non, Bah oui, clairement. c'est le plus dangereux. Parce que moi, j'avoue que venant du sud-ouest, aimant beaucoup la plage, c'est la mode encore, hein, d'être bien bronzé. On peut être bien bronzé en faisant attention? Pas tant. Le bronzage, c'est une réaction de la peau pour se protéger. Donc oui, on peut trouver ça joli, un teint hâlé, mais c'est quand même du vieillissement de la peau, clairement, Donc, malheureusement. docteur. De l'autobronzant, éventuellement, si tu veux. Ok. Des blushs, pourquoi pas, des poudres pour C'est tricher un De petit peu. l'autobronzant, c'est mieux que du Pas de bronzage. cabine de bronzage, hein. Ouais, surtout pas. Attention, hein, j'ai pas dit ça. Mais voilà, après, c'est encore dans les mentalités. Effectivement, tu vois, il y a quelques jours, j'étais en balade à côté d'Ajaccio. Les patients ne sont pas étonnés de me croiser avec des manches longues alors qu'il fait, bon, peut-être pas aussi chaud qu'aujourd'hui parce qu'il y a un peu l'air de la mer. Mais voilà, une des premières protections qui est clean pour le coup, c'était un vêtement en coton manches longues Ah ouais. avec un phototype qui craint énormément. Mais parce que tu sais, on nous fait le lien avec la vitamine D du soleil. Ouais, j'avais lu ça, il fallait plusieurs heures, mais vraiment par jour, même les agriculteurs n'y arrivaient pas, quasiment en maillot de bain, voilà, labourer les champs sur ton tracteur, ce que tu veux, pour avoir des taux de vitamine D suffisants. De toute façon, on le voit en consultation, 80% des gens sont quand même carencés en vitamine D, même ceux qui vivent dans le sud et qui prennent le soleil. Il ne faut pas mettre n'importe quoi sur sa peau, c'est certain, et certains produits notamment peuvent être comédogènes, entre autres. Mais, Comédogène, ça veut dire boucher les pores. boucher les pores et favoriser effectivement l'apparition de boutons. Mais avant de se prendre trop la tête avec ça... Ou de se prendre pour des scientifiques. Ouais, se prendre pour des scientifiques, protéger du soleil. On ne met pas tout sur sa peau. Bien sûr, il y a des perturbateurs endocriniens, etc. C'est encore un vaste sujet, mais la protection solaire reste une priorité. Il y a beaucoup trop de cancers de la peau à l'heure actuelle. Médecine esthétique veut aussi dire le Botox. Veut dire l'acide hyaluronique, Ouais. qui est quand même aujourd'hui tellement répandu, surtout le Botox. Moi, j'ai cette impression. Moi, j'ai surtout l'impression que mes copines qui font du Botox ont l'air surprises tout le temps. Elles abusent, ouais. Okay. Ah, ça, c'est quand t'abuses. Non, pas forcément. C'est soit que ça n'a pas été injecté de manière optimale ou en excès, ou en analysant peut-être pas suffisamment les muscles de la personne et ses mimiques. Non, on a cette notion de l'abus de la médecine esthétique qui est très dommage parce que la médecine esthétique, c'est de la médecine anti-âge. C'est-à-dire que c'est réussi quand tu sors du cabinet et que les proches que tu vas rencontrer dans les jours qui suivent disent « Waouh, Pauline, t'as bonne mine, t'as bien dormi. » Et en fait, Pauline a dormi 4 heures, elle est épuisée comme tout le monde, mais elle a l'air défatiguée. Elle a peut-être le visage qui attire plus la lumière, moins d'ombre, mais certainement pas de l'excès de volume. Ça, il faut aussi revenir là-dessus. Oui, les grosses lèvres, là. Des grosses lèvres, des grosses pommettes, des mentons, tu sais, des mentons de chèvre pour essayer de retendre l'ovale. Tout ça, c'est de l'excès, c'est raté, tout ça. Et déjà, c'est raté. Est-ce que ça s'en va? Ça peut s'en aller, mais il peut y avoir aussi des conséquences. Ça vieillit très mal, un peu comme la mode de certains tatouages. Et il faut, il me semble, de la mesure, de la subtilité, des choses légères. Et en fait, c'est pas modifier les visages, c'est ralentir le vieillissement, les effets du temps, mais accepter quand même de vieillir, hein, c'est pas du tout l'idée. Et savoir corriger certaines petites zones qui peuvent te complexer, que ce soit une petite bosse sur le nez, une patte doigt qui complexe un peu, une ride du lion, être à l'écoute des gens, mais pas aller dans l'excès. Toi, tu as fait du Botox? Je fais des injections régulièrement avec des confrères, oui, mais Ouais. si possible en... Et c'est douloureux? Alors, les injections sont rarement douloureuses, les aiguilles sont très fines. Après, ce qui est important, c'est de combiner des traitements, pourquoi pas par injection, et aussi des traitements laser pour travailler sur quelque chose qui est primordial, c'est la qualité de la peau. Ok. La prévention, on en parlait, avec la protection solaire. S'il y a un seul anti-âge, retenez bien ça pour aujourd'hui, c'est la protection solaire, qu'elle soit physique avec mes manches longues ou avec de la crème, mais travailler aussi la texture de la peau. Et la qualité de peau, elle dépend aussi de l'alimentation, bien sûr. Les injections, ça vient après.
quand on a déjà travaillé toutes ces couches. C'est une pyramide. On remet d'abord les fondations. Déjà, première question, est-ce que le Botox migre, reste dans la peau et peut créer des petites boules, des bosses? Alors, cette question-là, on l'a plutôt pour l'acide hyaluronique. Voilà. Ok. Et la Est-ce que la différence entre les deux? Alors, le Botox, c'est un produit qui est liquide, qu'on va injecter pour diminuer la contraction des muscles. Ça s'utilise en médecine, par exemple, pour un problème tu sais, de trismus, de contraction excessive au niveau du muscle masséter, des gens qui dorment mal la nuit parce qu'ils vont grincer des dents. Voilà, le bruxisme. Ça peut s'utiliser pour des problèmes spastiques au niveau des muscles, des gens qui ont des douleurs particulières. Ça s'utilise de plus en plus pour les migraines également, donc ça reste un médicament. Et ça a une durée d'efficacité de 4 mois. L'acide hyaluronique. Le Botox. Le Botox. Donc même en cas d'excès, au bout de 4 mois, il n'y en a plus. Ok. Voilà. Le problème pour ce qui est de l'acide hyaluronique, c'est que l'acide hyaluronique, c'est un produit qui est volumateur. Et le problème, c'est les excès. L'acide hyaluronique, c'est très joli pour combler une ride, pour atténuer par exemple une tempe, une zone qui s'est un peu creusée, mais injecté trop régulièrement et en excès, même si là aussi il a une durée de vie mais qui est souvent plus longue, on se retrouve avec des gens avec le visage un peu gonflé, un peu bouffi. Et notamment, ça, petite astuce, vous pourrez regarder, ça se voit sur les photos. Ça se voit en dynamique quand les gens sourient. Ça bouge pas naturellement. Voilà, on a des visages qui sont un peu déformés. Il y a autant de gens qui font du Botox que de l'acide hyaluronique? Moi, je pense que c'est à peu près équivalent. Oui. Parce que je sais que ma maman a eu un gros problème au genou. Oui. À cause d'un accident. Et donc elle a eu de l'acide hyaluronique dans le genou. Ouais. Et alors, merveilleux, quoi. Ouais. Au lieu de se faire opérer. Ouais. Donc, elle était quand même ravie. On a de l'acide hyaluronique, en fait, dans le corps. Bah oui, on en fabrique. Donc là, pour lubrifier au niveau d'un genou. Ou c'est vrai que moi, l'acide hyaluronique me fait moins peur que le Botox. Parce que je me dis, on en a déjà. Oui, parfois à tort. Quelle que soit l'injection, il faut que ce soit bien adapté à la personne. Il faut que ce soit personnalisé à son visage, analyser le visage. Un médecin peut nous dire non? Mais j'espère bien que les médecins disent non. Oui, mais alors pourquoi on a des visages déformés Parce que parfois, c'est peut-être difficile de dire non. Ouais. Tu sais, c'est plus difficile en consultation et souvent, c'est des consultations qui sont plus longues et plus douloureuses, entre guillemets, de faire comprendre à quelqu'un que sa demande est inappropriée, qu'elle est excessive. Le réorienter vers quelque chose de plus naturel. Parfois, c'est dur à entendre et on a aussi des dérives importantes. Moi, je le vois en consultation. Je dis non souvent, ça ne plaît pas. Je dis non de manière un peu moins catégorique qu'avant. Pourquoi ? Parce que chez des personnes relativement influençables et jeunes, je me suis rendu compte que le non catégorique, qui n'était pas violent pour autant, mais peut entraîner des excès dramatiques et notamment des jeunes filles. C'est important comme sujet, donc c'est chouette que tu me donnes la parole là-dessus, qui vont aller soit dans des centres avec des gens qui sont non médecins, qui injectent, qui n'ont aucune notion d'anatomie. C'est pas interdit ? C'est interdit, il y a des risques de complications, mais dramatiques. Et voire même des jeunes filles qui s'injectent entre elles avec des tutos sur YouTube. Et ça n'est pas, Pauline, anecdotique. J'en vois à Ajaccio, j'en vois à Gap, ça n'est pas anecdotique. Ça des filles qui font ça chez elles, entre copines. Et des jeunes filles qui ont... tout à fait normal, sensé, etc. Donc, il y a une telle mode, il y a une telle peut-être pression aussi sociétale qu'on peut arriver à ça. Donc, il faut savoir dire non, mais je pense qu'il faut expliquer pourquoi on dit non, faire des choses progressives, légères. Et les gens entendent, mais il faut prendre le temps d'expliquer, ça prend du temps. De ce sujet-là, du coup, au BBL, il n'y a qu'un pas. Parce que c'est des injections, mais dans les fesses, quoi. Ouais. On a vu les dérives de ce genre de pratique. Dont des candidates de télé-réalité, dont une qui a failli mourir, une autre qui a des fesses complètement difformes. Est-ce qu'il faut interdire ce genre de technique ? Parce qu'une fille très complexée qui n'a pas de fesses... C'est ça, quelqu'un qui a des fesses très plates, qui on remet les bases, malgré une bonne activité physique, n'arrive pas du tout à avoir un galbe fessier. Je ne dis pas qu'il faut interdire complètement, je ne suis pas forcément favorable à ces choses-là, mais est-ce qu'il faut l'interdire ? Je ne suis pas sûre. Maintenant, il faut essayer de contrer les dérives et ça passe forcément par de l'information. D'ailleurs, tu as sorti un réel sur quelque chose un sujet dramatique. Et qui me dégoûte. Accrochez-vous, le zombie filler. Et il s'agit d'une technique qui existe vraiment, qui est même enseignée, qui est arrivée dans nos congrès de médecine et chirurgie esthétique cette année
en provenance des États-Unis, avec les pertes de poids importantes et rapides dues aux analogues du GLP-1 dont on va parler, donc l'Ozempic entre autres, on a des pertes de poids très importantes et des relâchements cutanés très importants qui ne sont pas compensés par l'activité physique, par une bonne hygiène de vie ou par... On peut pas même... c'est que ça va compliqué, trop si c'est vite, trop peut-être. rapide, on ne peut pas forcément. Donc, il y a cette mode du zombie filler. Qu'est-ce que le zombie filler ? Ce sont des injections qui proviennent de graisses récupérées sur des cadavres. Dans un cadre relativement réglementé quand même aux États-Unis, avec des règles d'hygiène, etc. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire, si ce n'est que je suis horrifiée. Et que je comprends pas comment on fait. On prélève la graisse, je dis on, c'est pas moi. Donc la graisse est prélevée sur des cadavres, elle est purifiée, réinjectée pour quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros de surcroît. Le monde est fou. Et elle est réinjectée dans des zones qui manquent du coup de galbe et de volume après des pertes de poids importantes. Ça peut être le visage, le corps, voilà. Oui, à ta grimace, oui. Mais attends, mais pourquoi on ne prend pas ça sur des gens vivants ? Ils donnent un peu de leur graisse. Alors, parce que moi, le côté cadavre, déjà, je peux pas. C'est des questions, je pense, de volume. D'éthique, et puis après, oui, c'est des produits, si tu veux, ça, c'est beaucoup plus strict en France et c'est une bonne chose. C'est extrêmement réglementé sur, notamment, c'est de la greffe d'organes, en fait, quasiment. Et on prend des organes ou des tissus, mais vivants, sur des gens qui sont maintenus en vie, par exemple, après une mort cérébrale. Mais pour un but thérapeutique, pas pour un but esthétique. Ah oui, qui sauve des vies, des cœurs, des reins. Mais voilà, mais là ce sujet était intéressant mais terrifiant. Oui, je suis encore terrifiée. Non, c'est vrai, je suis... Ah, ça me dégoûte. Ouais, c'est terrifiant. Allons sur l'Ozempic, qui... là, je trouve que tu as un discours hyper intéressant parce que tu n'es pas contre, tu n'es pas pour. Tu informes encore une fois sur ce que c'est que l'Ozempic. Les analogues du GLP-1, Mounjaro, etc. Ça, c'est d'autres... C'est d'autres analogues du GLP-1 avec des actions plus ou moins... Le GLP-1, tu dis, c'est... En fait, c'est les actions de ces médicaments, parce que c'est des médicaments, de base, c'est pas de la perte de poids pour les influenceurs. C'est au départ des traitements, notamment en cas de diabète, pour perdre du poids de manière plus ou moins rapide, mais qui au début ont été utilisés quand il y avait des vrais risques, par exemple un risque cardiovasculaire en cas d'obésité importante. Là, on a une dérive à l'heure actuelle où on veut maigrir à tout prix, très vite, sans effort, sans sport. Alors qu'on nous dit qu'on est dans l'ère du on s'accepte comme on est, etc. Mais pas du tout. C'est un peu hypocrite, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est bien le body positif, je trouve ça très bien, mais c'est... on n'y est pas, quoi. On n'y est pas. Si, certaines personnes... voilà, mais moi, la première, l'autre jour, j'ai essayé une robe chez Rouge, parce qu'ils m'ont habillée pour plein de tournages, d'ailleurs, je les remercie. La marque Rouge de Jeanne Damas, qui est très cool. Et donc, j'essaye une robe là-bas, et je dis à la fille, ah non, mais en fait, il y avait une fille des vendeuses, trop sympa. Et elle me dit, ah, c'est super joli. Et je lui dis, ah bah non, là, je trouve que, regarde, ça me fait du ventre. C'est dur pour les femmes, à l'image. Elle me dit, mais en fait, c'est ton bassin. Enfin, pas ton bassin, ton... Enfin, c'est là où tu as tes organes, en fait, reproducteurs. Ah ouais, d'accord. Et en fait, elle me dit, mais c'est beau que cet endroit... Ouais, le body positif, c'est dur, une forme. Il y a l'image. Et elle a été géniale de me dire ça. Il y a l'image de la femme sur les vidéos. C'est très dur. Il y a les réseaux qui participent beaucoup à ça. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces dérives, que ce soit le BBL... Là, le zombie filler, c'est vraiment un truc anecdotique, mais quand même, pas tant que ça. Il y a eu des présentations quand même au congrès de Paris et de Monaco là-dessus, quoi. Inquiétant. Et donc, l'Ozempic, c'est devenu une sorte de mode aux États-Unis. Aux États-Unis, on a accès à l'Ozempic comme on veut, je crois. Ah oui. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus rien de méthode après le zombie filler. Okay. Mais je crois que c'est plus simple. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je crois que c'est plus simple que chez nous. Chez nous, quand même, il faut aller voir un médecin. Ce médecin en prescrit. Ouais. Et voilà. Donc le médecin, potentiellement, va ou peut dire non. Oui, les indications se sont un peu élargies récemment. Donc effectivement, il y a probablement beaucoup plus de prescriptions. Donc c'est plus facile d'en avoir. Oui, je pense qu'il y a quelques mois, ça permet effectivement de perdre du poids, notamment si on prend l'exemple de l'Ozempic en diminuant l'appétit, tout simplement. Ça peut être bénéfique en cas de
d'excès de poids qui peut être néfaste pour la santé. Ou comme À je te le partir de disais quand tout on à est l'heure. en excès de poids? Alors après, ça c'est calculé par rapport à l'indice de masse corporelle, au BMI, mais c'est le médecin vraiment qui va juger de la pertinence de ce traitement-là. Ce qui n'est pas bon, c'est une perte de poids trop rapide. Ouais. Et notamment, là, on parlait d'esthétique, mais ne serait-ce que pour l'aspect esthétique, relâchement cutané, par exemple, le visage qui se creuse ou pareil pour le corps. Mais une autre notion hyper importante, je ne suis pas contre, en effet, l'Ozempic avec modération, mais pas sans une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, si tu manges n'importe quoi et que tu as 0 renforcement musculaire, mais tu vas te transformer avec une peau toute relâchée, autant sur ton corps que ton visage. Tu vas perdre de la masse musculaire. Donc derrière, à l'arrêt de l'Ozempic, tu vas forcément reprendre du poids. Tu vas en Ah, on le reprendre, reprend, le poids? tu vas en reprendre d'autant plus vite que tu auras perdu du muscle. Le muscle conditionne le métabolisme de base. Si tu perds du muscle, tu vas avoir besoin au repos de moins de calories. D'accord. Donc, pourquoi pas Ozempic s'il y en a besoin et que votre médecin l'a jugé utile, mais pas sans une activité physique qui inclut du renforcement musculaire avec des poids, avec des haltères. Ok. Ah oui, d'accord. Mais est-ce qu'on prend pas de l'Ozempic, enfin, en prenant de l'Ozempic, on met pas en danger les diabétiques qui en ont besoin, qu'on fait pas des ruptures de stock? J'avais entendu un peu Oui, ça c'est possible. Là, il peut y avoir des ruptures de stock. Tu sais ce que tu as là qui calcule ta glycémie. Il y a eu une mode pour les sportifs du freestyle, effectivement. Moi, on me l'a proposé à moi. Une marque m'a proposé de porter ce que tu portes. Enfin, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, c'est une boucle fermée, c'est encore particulier, mais un capteur de glycémie, oui. Mais oui, mais en fait, ok. Oui, il ne faut pas que ce soit au détriment, effectivement, sur l'approvisionnement en médicaments. Mais je pense que là, les labos pharmaceutiques doivent arriver à produire massivement, donc je suis pas sûre que ce soit un sujet. Il y a un tel enjeu financier là-dessus, finalement. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ouais, c'est pas anodin. Peut-être que mon médecin va m'en prescrire, peut-être que je peux lui demander. Je suis vraiment pas bien dans mon corps, ou je sais pas, je te prends un exemple, ça m'empêche de pratiquer une activité physique, j'ai trop mal aux genoux, je suis trop en surpoids. Pourquoi pas? Mais il faut que il y a des dangers et des dérives. Donc, il faut que je modifie mon alimentation, déjà, de base. Il faut que je l'adapte, que je consomme assez de protéines. Peut-être même, selon les gens, que je prenne un peu de créatine aussi, pour optimiser cette sarcopénie et lutter contre la perte de muscle. Et que je bouge, en fait, que je fasse du renforcement musculaire et pas que de la course à pied, par exemple. D'accord, ouais. Ouais, marcher, faire d'autres types de sports aussi. Et du renfort. Et du renforcement. On parlait de la femme aussi beaucoup et du renfort. À partir de 40 ans, il faut du renforcement musculaire. T'es allée sur la créatine. Allons-y. T'en parles beaucoup sur ton compte Instagram de la créatine. Parce que c'est diabolisé, la créatine. Et moi, la première, j'ai pas appris ça pendant mes études. On pense que c'est pour les hommes, on pense que c'est pour la muscu. Pas du tout. C'est probablement le complément alimentaire le plus étudié. Vous trouvez, si vous allez, vous tapez PubMed sur Internet, c'est la base de données scientifiques mondiales sur tous les sujets. Et vous tapez créatine, vous verrez le nombre d'études. Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Ça fait tomber les cheveux, ça va me faire gonfler, ça va déclencher une insuffisance rénale. Alors non, en fait, si on est en bonne santé, si on n'est pas dialysé, si on n'a pas déjà une insuffisance rénale, il n'y a pas de risque. Si on boit bien, sur les cheveux, il faut arrêter. Et la créatine, c'est vraiment un des outils, en complément évidemment d'une alimentation riche en protéines et d'une activité physique, qui permet non seulement de maintenir cette masse musculaire, mais aussi de jouer sur la clarté mentale, sur le fonctionnement cognitif. Il y a des effets cérébraux. Ok, donc très intéressant la créatine, et tu en parles aussi par rapport à la ménopause, et la périménopause. Alors, vas-y, est-ce que tu peux me déblayer tout ça? C'est quoi la périménopause? La ménopause, c'est quand tu n'as plus de règles. Alors, les définitions changent. Moi, pendant mes études, c'était quand tu avais... la ménopause, c'était quand tu avais un taux dans le sang de FSH, qui est une hormone élevée. Maintenant, c'est quand tu as 1 an sans avoir eu tes règles, tu es officiellement ménopausée. Ok. La période avant, qui dure quelques années, voire plutôt une dizaine d'années, c'est la période de périménopause. Mais la ménopause, elle dure jusqu'à la fin de ta vie. C'est pas... Péri et pré, c'est pareil? Oui, en fait, si tu veux, à 50, tu es déjà en pré-ménopause. C'est pour ça qu'on a dit péri. Péri, c'est proche. Ok. C'est un peu plus subtil comme notion. Après, on joue sur les mots. Mais la pré-ménopause, quand tu es adolescente, tu es en pré-ménopause. Ah ouais? Pré,
C'est avant. C'est avant, quoi. Péri, c'est autour. Donc, périménopause, c'est une dizaine d'années avant la ménopause. Déjà, ça, c'est bien, tu nous l'as expliqué. Voilà, ça, c'est Alors, fait. quoi ça commence quand, cette histoire? Parce qu'en fait, ça commence jeune, hein? Ça peut commencer, autour de 40 ans, parfois même 35 chez certaines patientes. Ça, c'est la péri. Péri, Ok. la ménopause. La ménopause, l'âge moyen en France, c'est 51 ans. À l'heure actuelle, là au moment où on en parle sur le podcast, il y a plein de signes de périménopause. La fatigue. Alors, ce n'est pas des signes qu'on appelle en médecine pathognomoniques. Pathognomonique, ça veut dire le signe, il est spécifique, c'est que ça. Mais c'est un ensemble de signes qui font dire est-ce que mes hormones ne commencent pas un peu à faire le yo-yo? Donc, il y a la fatigue, la prise de poids, et notamment autour de la taille. Et la difficulté à perdre ces quelques kilos qu'on prend quand on fait des excès. Je suis en périménopause. Ah bah, Tu es c'est sûr. potentiellement en âge, oui, effectivement. Voilà, le brouillard mental, où est-ce que j'ai mis mes clés? Qu'est-ce que j'avais dit que j'allais faire? Attends, ou un truc bête. Comment ça s'appelle? Alors, c'est pas un objet courant, mais tu cherches un truc, puis donne-moi le bol, le sel. Des petits trucs, mais des petits trucs comme ça. Non, c'est beaucoup la fatigue qui amène les femmes à consulter, le relâchement cutané, le sommeil très impacté, le moral en dents de scie. Bon, là, je ne vous vends pas des signes qui vendent du rêve, mais l'idée, c'est de les connaître pour pouvoir mettre en place les bonnes actions. Quelles sont les bonnes actions? Les bonnes actions, ça va être de faire attention à son sommeil, de s'écouter, de faire un bilan sanguin avec son médecin au besoin, de complémenter avec une alimentation plus riche. Ce qui passait bien avant passe moins, donc il faut qu'il y ait assez de protéines, par exemple. Il faut manger des fibres, des sources de probiotiques. Bouger peut-être encore plus et mieux qu'avant, sans s'épuiser à faire du cardio, faire des choses plus variées, ajouter nécessairement, j'aime pas les choses catégoriques, mais là, nécessairement, du renforcement musculaire chez la femme après 40 ans. Et donc, tu l'as dit, petit squat comme ça. Par exemple. Là, tu les as fait tout à l'heure. J'ai fait mes squats tout à l'heure, tu es témoin. Ouais. Voilà. Donc, les squats. Une petite pause entre Et la deux. créatine peut aide beaucoup. La créatine aide beaucoup. Les retours, c'est vrai que les retours c'est hyper intéressant. On le prescrit beaucoup pour le maintien de cette masse musculaire qui conditionne la santé. On pourrait faire un podcast, un épisode rien que là-dessus, sur le muscle qui est l'organe de la longévité. C'est vraiment un sujet passionnant. Donc, pour maintenir cette masse musculaire, qui conditionne, on disait, entre autres, le métabolisme de base, d'accord? Donc, le poids, la silhouette, mais aussi les retours des gens, c'est sûr, et des patientes, c'est sur la clarté mentale. Ah, je me sens moins fatiguée, j'ai plus la pêche, je réfléchis plus vite. Parce qu'elles font du renforcement. Parce qu'elles prennent de la créate. On parlait de la créate. Ok. Ouais. Tu vois, c'est ma. Tu m'as dit la Je suis créate. pas en clarté mentale. T'as le brouillard mental. Je crois que je suis périménopausée pendant l'épisode. Rien qu'à ma vue, c'est terrifiant. Tu périménopauses les gens. Ok, trop intéressant. T'as beaucoup de consultations à ce sujet. Hein. Ouais. Beaucoup même. Parce que je vois, dès que tu sors un contenu là-dessus, le nombre de femmes qui disent « Ah bon ?» Mais parce qu'en fait, je communique depuis quelques mois là-dessus et c'est 2/3, voire 3/4 de mes patientes en fait qui me parlent de ça. Quand on prend le temps, et en l'occurrence, c'est plutôt des consultations de base de médecine esthétique, mais j'aime bien une prise en charge à 360, donc je parle avec mes patientes. Et un des signes dont on n'a pas parlé d'ailleurs sur la périménopause, ça va être la libido. Et clairement, quand on a le temps, quand on prend le temps de discuter avec les femmes, il y a une telle souffrance, une telle errance aussi là-dessus, que je suis obligée de communiquer là-dessus en tant que médecin, mais en tant que femme médecin. La proportion de patientes qui décrit des troubles de la libido, voire plus du tout d'envie d'ailleurs, une sécheresse des douleurs, de femmes qui se forcent à avoir des rapports de peur que leur mari aille voir ailleurs, on n'en parle pas, quoi. Et la libido qui diminue ou qui... Voilà, en dents de scie, c'est un des signes de périménopause, mais il y en a des très bizarres. L'oreille qui gratte, l'œil sec qui brûle le matin, les cheveux aussi qui changent. Il y a plein de signes. Ces signes, si tu veux, ils sont en rapport avec la diminution des oestrogènes comme hormones. Donc, ils sont plus ou moins présents et plus ou moins variables d'une femme à l'autre. Et sur la sexualité, il y a des solutions ? Il y a plein de solutions sur la sexualité, que ce soit des solutions médicamenteuses, donc notamment des traitements locaux par œstrogène, des capsules, des gels qui vont améliorer le confort local et qui ne sont pas forcément contre-indiqués, même si tu as des antécédents de cancer du sein, par exemple.
qui vont améliorer le confort, qui vont améliorer la lubrification, qui vont même réduire la fréquence des infections sur cette zone. Donc oui, il y a plein de solutions. On a une consultation ménopause grâce à une ministre depuis 1 an ou 2. Donc il faut pas hésiter à en parler à son médecin, à consulter. Et ça, c'est pas facile. C'est ça qu'on voit en consultation. Les femmes, elles ont On a pas le honte, temps. hein. C'est une Il y a la honte, hein. honte, mais il y a une question de temps. Et c'est vrai que moi, je prends souvent beaucoup de temps et ça vous paraît bizarre de me dire la personne est venue pour une injection ou du laser et tu lui as parlé de sa libido. Oui, parce qu'on a une relation de confiance, on parle progressivement. Peut-être que j'attaque pas direct avec la libido, mais oui, ça fait partie de la santé. Le moral. J'ai entendu parler d'injections qui sont possibles. On peut faire des injections au niveau génital, effectivement, sur la sécheresse, sur des petites fissures aussi au niveau vaginal. On peut faire du laser, on peut faire de la LED. Sur une cicatrice de césarienne, je fais un petit aparté parce que ça peut servir. Ah, Elle peut améliorer la c'est cicatrisation. vachement bien à savoir, Même si ça. tu n'as que ton masque LED, oui. Ménopause, là, quand Oui. on est dedans. On est dedans. Euh, Imaginons, on est dedans. Imaginons. Comment on sait? Ça y est, bon, déjà, il y On a a dit 1 an sans règles. 1 an sans Ça, c'est règles. ménopause. Ok. Et donc, on a 1000 symptômes Et pas forcément. Les femmes sont souvent plus symptomatiques en périménopause qu'en ménopause. Ah, ok. Ouais. Donc, elles souffrent pendant pas mal d'années. Évidemment, les espèces de chaleur, là, on a l'impression Les qu'on bouffées de prend chaleur, feu. par exemple, oui, ça peut, mais voilà, mais pas que. Tous les signes dont je t'ai parlé, il y en a une trentaine. Mais souvent, c'est plus difficile encore en périménopause qu'une fois la ménopause installée. Paradoxalement, parfois, ça se vit même mieux, même assez souvent. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un sujet dont tu as un petit peu parlé au début et j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est l'alimentation anti-inflammatoire. Ouais. Il y a plein de modes. Si ces modes, c'est des bêtises ou si c'est vrai. Ouais. Je peux te dire qu'ici au bureau, on mange des sardines avec les filles. On a vu à quel point les bienfaits, les bénéfices et tout. Et on mange beaucoup de sardines. Bon, alors j'ai un bémol, ça commence mal. Les sardines, c'est génial, c'est plein d'oméga 3, c'est top. Okay. Les oméga 3, on en manque dans l'alimentation moderne. On mange trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Okay, les oméga 6, ils sont plus pro-inflammatoires. C'est quoi? Les oméga 6, par exemple, ça va être l'huile de tournesol. Ok. Voilà. Ça, j'en prends pas. Bon, tous les plats ultra transformés. Donc ça, c'est plus pro-inflammatoire. Oméga 3, c'est anti-inflammatoire, plutôt. D'accord ? Okay. C'est surtout le rapport entre les deux qui est important. Les poissons gras apportent des oméga 3, donc c'est intéressant. On sait que dans les gros poissons, il y a des métaux lourds potentiellement, d'où le choix des sardines. Avant, on m'a carrément dit le saumon, il ne faut plus en manger. Jusque-là. Bon, voilà. Et toi, tu dis quoi? Le saumon, on n'en mange plus? Privilégier la truite, je dirais. Et on fait de la truite vers chez toi, on produit de la truite. Tout à fait. Par exemple. Le problème des sardines, ça va être leur préparation pour les mettre en boîte. Malheureusement, il y a un bémol. C'est dur d'avoir l'info sur les étiquettes. Pas plus tard que la semaine dernière, j'achète des sardines sur un petit stand de producteurs de Bretagne. Et en creusant, parce que je suis pénible parfois, peut-être trop souvent. Bah, c'est ton métier. Je me pose la question. Bon, là, pour le coup, je me dis quand même, ces sardines qui valent 2 fois la boîte de sardines au supermarché. Je regarde. Et là, déception suprême, je viens de t'en parler, les sardines étaient pré-frites dans l'huile de tournesol. Ah. Donc oui, tu as des oméga 3. Ah, elles ont beau être... T'as beau les acheter huile d'olive. Voilà, déjà, tu les prends huile d'olive, très important, super comme moi, je prends toujours huile d'olive ou huile d'olive, piment d'Espelette. Voilà, mais pas huile de tournesol. Mais là, malheureusement, comme beaucoup de sardines dans le commerce, et c'est rarement marqué sur les emballages, donc il faut aller faire des recherches, regarder un peu les marques. Voilà, je pense que ça, on arrive quand même à le trouver relativement bien, mais pré-frites dans de tournesol, on perd le bénéfice. C'est pas ça qu'on veut. C'est ça, c'est pas ça qu'on veut. Mais okay. Sinon, oui aux sardines. Carrément. Oui aux œufs, oui aux sardines dans les bons aliments. Quels sont les aliments là, de Mange ta Skincare? Alors, j'ai vu que les carottes râpées. Mais alors ça, on peut se rouler dedans apparemment. Alors, on peut se rouler dedans. Mauvaise nouvelle, on ne va pas pour autant avoir des taux de vitamine A suffisants. Oui. Donc, ça rend aimable. Mange ta Skincare, oui, dans le sens, on en a parlé, bien mastiquer pour limiter l'inflammation. Manger varié. Des apports en antioxydants avec des fruits et légumes de couleurs différentes, donc qui apportent des antioxydants différents. Bio, évidemment, tu le disais, si on ne veut pas charger en pesticides. Mais Mange ta Skincare, en soi, c'est un concept un peu global, mais ça... Oui et non. Mange ta Skincare, c'est du marketing, mais c'est mange des bons oméga 3, mange des sardines, peut-être mange des œufs issus de la filière bleu blanc cœur.
mange des fruits et légumes, limite la junk food. C'est ça, mange ta skincare. C'est pas mange tes carottes, ça va se voir sur ta peau. Voilà, je suis désolée, mais c'est ça. Et on va terminer cet épisode avec le collagène. Ah, vaste sujet. C'est vrai que moi, fut un temps, j'ai pu vanter les bénéfices du collagène parce que j'en prenais et j'avais cette impression quand j'ai débuté le sport que ça m'aidait. Mais en fait, j'avais aucune distance avec le sujet parce que j'avais pas été sportive avant. Oui, alors le collagène, c'est un complément alimentaire, clairement, très marketing. Je ne sais pas combien il existe de marques sur le collagène, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est ton retour, c'était par rapport au sport. Et moi, ce que je vois, puisque je pense qu'au moins une femme sur deux qui vient me voir en consultation a déjà essayé du collagène en complément. Le premier bénéfice que l'on voit réellement, et les études sont assez contradictoires là-dessus, mais le premier bénéfice, c'est effectivement ostéo-articulaire tendineux. Des douleurs, des raideurs, pas à ton âge, mais 10-15 ans après, les patientes vont dire « oui, je me sens mieux, je me sens moins rouillée le matin, j'ai moins de douleurs ». Ça, ok. L'effet sur la peau, il reste plus modéré. Moi, on m'a dit qu'il faudrait en consommer des tonnes pour que ça ait un petit effet. Peut-être pas des tonnes, mais si c'est avec une alimentation qui, encore une fois, n'est pas optimisée, si tu n'as pas une bonne hygiène de vie, si tu vis dans une ville polluée, si tu fumes, n'achetez pas de collagène, quoi. Ah ouais ? Mais commencez par modifier... Ouais, mais moi, par exemple, je vis dans une ville hyper polluée. Mais tu peux avoir une alimentation saine. Ça, j'ai. Gérer ton stress, avoir une activité physique régulière. Et oui, tu peux faire des cures de collagène. Tu auras, en plus, là, le collagène diminue dans le corps. Dès 25-30 ans, il diminue. On le sait au niveau de la peau et il diminue notamment à la périménopause et ménopause. On ne le filtrait pas, qu'il faudrait qu'on nous l'injecte. Parce que le boire en poudre, il y a tant de... Oui, alors, c'est des peptides, effectivement, selon la taille, selon le poids moléculaire, il serait plus ou moins bien assimilé. C'est là où je te disais, les études sont quand même assez contradictoires. Mais sur des grosses cohortes et sur des études randomisées, donc ils vont synthétiser plusieurs études de bonne qualité, on se rend compte quand même qu'il y a un effet. Même s'il est assimilé effectivement dans le tube digestif, il y a quand même un effet. Contre placebo, au niveau ostéo-articulaire, il y a quand même un effet sur la peau, plus modéré, mais il est là quand même. Et ça ressort quand même ces dernières années. Et après, de l'expérience qu'on a dans les cabinets, c'est aussi ce qu'on voit. Donc, effectivement, il y a les études scientifiques, mais après, il y a aussi le bon sens. Il y a aussi les retours des gens. Quand tu as 10, 15, 20 patients sur une semaine qui te disent la même chose, je veux bien qu'il y ait l'effet placebo, mais pas que. Donc, le collagène, oui, mais pas en produit magique qui va... D'un coup, tu vas devenir... tu vas perdre 10 ans. C'est ça. Et ce n'est pas du tout ma dernière question. Et le collagène sans prise en charge optimale de la périménopause et la ménopause, c'est insuffisant. Ok. Voilà. Le rétinol, parce que ça, alors, c'est le grand truc. La vitamine C, tout ce qu'on met sur notre peau, où moi, je n'ai pas arrêté de faire des réactions et on me dit, mais c'est normal parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas ta peau, tu mets un produit que tu ne connais pas, voilà, parce que moi, on m'envoie plein de trucs. Oui, tu testes plein de trucs. Mais je teste. Rétinol, j'ai fait une réaction à un produit. Je ne sais plus quelle est la marque. Je ne sais pas si je l'aurais dit, parce que si ça se trouve sur certaines femmes, ça marche très bien. Bien sûr, et selon la période de ta vie non plus, selon l'inflammation de ta peau. La vitamine C, pareil. Et là, dernièrement, j'ai reçu des produits de la marque Respire. Et je dis à la... J'ose plus les tester. Je dis, mais j'ai peur, c'est de la vitamine C. Ils m'ont dit, mais non, teste. On a vraiment fait des tests, on sait qu'on convient à toutes les peaux, etc. Et effectivement, effet bonne mine, super et tout. En fait, ce qui est important aussi, c'est on voit, même sans recevoir comme toi beaucoup de produits skincare, on voit des routines avec 5, 10, 15 produits. C'est la skincare idéale. Clairement, il vaut mieux une bonne routine avec 3-4 produits adaptés qu'une dizaine, déjà que tu ne vas pas mettre. Tu vas mélanger n'importe comment et avec des effets qui seront peut-être délétères, clairement. Donc, le bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler, c'est un bon nettoyage des maquillages de peau, une bonne hydratation et une bonne protection solaire. Mais oui, pardon. Je suis super pénible, mais la protection solaire. Et en plus, s'il y a un seul anti-âge, si on n'en garde qu'un, c'est celui-là. Après, dans une routine minimaliste mais efficace.
En y allant progressivement en termes de concentration, peut-être en essayant également différentes marques selon les autres produits qu'il y a, hormis la vitamine C ou le rétinol ou le rétinal dans la crème. Il y a d'autres substances actives qui peuvent être peut-être mal tolérées par ta peau. Ça va être le matin plutôt un sérum qui contient de la vitamine C ou une crème avec la vitamine C. Pourquoi ? Parce que la vitamine C, elle va protéger contre les effets des radicaux libres. Elle a une action antioxydante, donc c'est complémentaire aussi de ta protection solaire. Ok. Mais pas de vitamine C sans protection Et solaire. là, il y a de plus en plus de crèmes hydratantes Oui, après ton sérum, parce que c'est plutôt ça Oui. que font enfin, moi je fais maintenant Mhm. aussi. Tu mets ton sérum, ton nettoyage de peau, ton sérum et ta crème Le hydratante. nettoyage de peau n'est pas indispensable le matin, par Non, exemple. moi, Ouais, non, mais- parfois, je me nettoie juste avec un coton Oui, à un mais lait. voilà, par exemple... Tout doux, hein. Tout doux, bijou. Non, c'est mais le c'est soir pour pas où je que les nettoie gens bien. se disent il faut que je renettoie ma peau. Tu vois, c'est un des Ouais. écueils qu'on voit, c'est des gens qui vont finalement irriter la peau en la décapant un peu le matin. Ouais. Pas forcément, comme tu dis, ça peut être juste un peu d'eau thermale qu'on va rincer ou Ok. un nettoyage doux, mais il n'y a pas forcément besoin De après la poncer nuit. cette peau repos. Mm. Et donc après ça, il y a des crèmes maintenant qui font crème hydratante et crème solaire. Ça, Ouais, je trouve c'est ça top. vachement bien. C'est super, oui. Ça peut être une bonne solution au Et quotidien. le rétinol, pourquoi ça fait Et alors peler ça vient le plutôt le visage, là soir. C'est une action de renouvellement, en fait, sur la peau avec différentes gradations, le rétinal, le rétinol et la trétinoïne. C'est des dérivés de la vitamine A. C'est une action sur le renouvellement, mais ça peut irriter. Donc, il faut que ce soit adapté. Et une des astuces, t'aimes bien quand on donne des astuces, Oui. c'est de faire la technique sandwich pour ton rétinol. Déjà, de faire avec des petites concentrations. Peut-être tu augmenteras progressivement en fonction de ta tolérance. La technique sandwich, c'est une peau nettoyée, sèche, sur laquelle tu appliques de la crème hydratante. Tu attends une dizaine de minutes. Après ce petit temps de pause, tu appliques ton rétinol en faible concentration, du coup, au début. Tu réattends une dizaine de minutes et tu remets une couche d'hydratation. Ok. Tu le mets en sandwich entre deux mais crèmes il passe hydratantes. quand même. Oui, mais sans irriter ta peau. Ouais, ok. Mm. Je vais tester la technique À sandwich. tester. Ouais. Ouais, Il carrément. n'y a pas de risque de toutes les manières, normalement. Par rapport Parce à que moi, quoi? le Par rapport côté, à la le technique rétinol, sandwich le rétinol qui te fait peler, là, moi, ça m'a super inquiétée. En fait, il faut que ce soit modéré, c'est-à-dire que il peut y avoir des petits picotements, une petite sensation de gêne. Si tu as une réaction excessive, bien sûr qu'il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il faut passer un jour sur deux, voire pas du tout, ou une fois par semaine, ou alors faire plutôt des produits avec des acides glycoliques, qui sont des acides de fruits qui aussi stimulent un peu le renouvellement, qui sont moins costauds et peut-être mieux tolérés selon les peaux. Ça, je l'ai vu, les acides glycoliques, comme tu dis, sur des marques coréennes, justement. Oui, il peut y en Je avoir, trouvais tout à fait. Ils étaient assez bons là-dedans. Trop bien. C'est marrant parce qu'en fait, je reçois plein de produits. Je suis invitée à plein d'événements autour de la cosméto et de la skincare. Ouais. Je n'y connais à rien. Ouais, c'est pas évident. Et en fait, je te remercie. Ces gens devraient t'inviter à tous leurs événements parce que c'est la première fois que je comprends. Il faut Tu sais, faire simple. parfois, on me parle de trucs et Ouais. ça me fait comme, tu sais, il y a un singe qui fait des claquettes dans ma tête. Je suis là, genre, parce que je crois que je m'en fous un peu. Parce Moi, qu'en fait, il faut comme faire toutes les simple. consommatrices, on Mais veut un truc qui marche, quoi. Oui, bien sûr. Et puis le truc qui marche, il va être adapté à toi, mais pas forcément à ta copine. Exactement. Voilà, et ça, en santé, mais aussi pour la skincare, il faut personnaliser. Il va être très content. Je vais citer mon associé. Qui a une marque, qui a un groupe qui s'appelle Ioma. Okay. Je ne sais pas si tu connais, c'est de la skincare, je vois ce que c'est, beauté personnalisée. Il veut faire le Netflix de la beauté. Bref, je le cite. Excellent. Mais c'est Jean Caram qui est cher à mon cœur et qui me disait, mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, primordial de personnaliser. Bien sûr. Et donc lui, il a tout un système de personnalisation. Avec de l'intelligence artificielle, du coup. Ouais. C'est intéressant. Et pas que, il y a aussi des experts, des expertes, etc. Et on te fait ta crème sur mesure. Génial. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est chouette. Ça coûte son prix, mais j'ai l'impression que parfois, certaines de mes copines vont mettre des sommes dans des trucs. Oui, alors bien sûr, après, ça ne peut pas convenir à tout le monde. C'est très intéressant. Il y a quelques marques qui font ça, et notamment... des marques qui travaillent avec certains médecins, donc on a déjà l'habitude de travailler avec ça. Donc nous, on aime bien. C'est pas forcément accessible en termes de prix pour tout le monde. C'est pour ça des crèmes à 200 €, moi, ça oui, mais dingue, voilà. Alors on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque là, mais c'est pour ça que c'est important aussi de comprendre qu'il vaut mieux bien souvent une routine plus minimaliste, mais adaptée à ta peau et avec des produits simples que tu trouves
en pharmacie, en parapharmacie, qui ne sont pas forcément hyper coûteux, que de vouloir à tout prix avoir 15 produits, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Et les masques, tu sais, alors moi, je vais mettre ça au bureau. Tu sais, ces espèces de masques là de la marque Biodance, là, où tu as... il sèche sur ton visage pendant des heures et tout. Et je le vois. Après, je luis. Le glow, tu as Ouais, le ouais. glow. Tu vas avoir une hydratation qui est transitoire, bien sûr. Tu as aussi cet aspect de confort et oui. ça reste transitoire. Oui. Ça n'aura jamais l'action qu'un masque LED utilisé régulièrement, Ok. qui lui vient jouer sur tes mitochondries au niveau des cellules, au niveau de la peau, et que ton hygiène de vie. Mais oui, on ne va pas dire qu'il faut les jeter, mais ne croyez pas que vous allez enlever vos rides avec les masques. Je crois qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Je suis sûre que énormément de femmes, et peut-être d'hommes, parce que de plus en plus... Mais oui. Moi, je sais que j'ai des copains qui commencent... Mais messieurs, les masques empruntez LED, le masque LED de votre femme. Alors, je vais faire l'analyse de ton visage. On ne regarde pas forcément une ride ou des rides. Ok. Tu en as très peu de surcroît. On regarde des émotions. Et on va corriger une émotion pour partir sur une émotion plus positive. Ok. Tu vois, l'air relâché, détendu, souriante, voilà. Donc, par exemple, pour le Botox, des rides de la patte d'oie, on ne va pas toujours avoir envie de les corriger chez quelqu'un, alors que sa ride du lion, si elle l'embête, elle peut lui donner l'air sévère. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc j'analyserai ton visage, comme je le fais avec mes patientes, comme ça plutôt. Ok. Quelle émotion tu peux dégager? Ça peut être l'air fatigué, souvent c'est la région du regard, ça peut être l'air relâché quand c'est le tiers inférieur du visage, l'air sévère sur une ride. Là, clairement, moi, je pense que je t'ai répondu sur la jawline. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Toi, tu ferais rien. Si moi, j'arrivais, je te disais, tiens... Si tu arrivais me voir en consultation, tu viendrais avec une demande précise, probablement. Bah, peut-être, moi, j'ai l'impression parfois que j'ai une babine, là. Comme un petit relâchement. Alors, je pincerais ta peau, je ferais ce qu'on appelle un pinch test et je dirais, pour ton âge, voilà ce que j'en pense. Peut-être qu'on peut travailler soit sur des technologies laser, soit sur des injections qui stimulent. Donc, pas tout à fait du Botox, pas tout à fait de l'acide hyaluronique. C'est ce qu'on appelle des inducteurs tissulaires, mais là, on ne va pas faire un podcast de médecine esthétique. Et je te dirais pour maintenir une meilleure fermeté cutanée et ralentir le vieillissement et le relâchement. Ok, super. Voilà. Bon, bah génial. J'ai dit 60 fois qu'on arrivait à la fin de l'épisode, mais j'étais... C'est vrai ? Mais oui, mais le problème... On s'était arrêté au collagène, tu sais qu'après tu as fait les masques. Oui. Mais je peux pas m'arrêter, c'était trop intéressante. Bon, bah dites-moi si vous voulez que Myriam revienne. On la fera revenir, mais Myriam... Elle est précieuse parce qu'elle n'habite pas à Paris. Elle a bien choisi, elle est dans le sud et la Corse. Donc, je te remercie pour tous ces conseils. Et surtout, c'est au-delà des conseils, c'est vraiment des recommandations. C'est cool d'avoir c'est même pas cool, c'est idéal, je trouve, d'avoir une médecin dans le cadre de ces discussions-là. Je trouve qu'on en parle tellement. On n'en parle pas assez, je suis d'accord avec toi. Ou alors, je suis désolée de le dire, des gens qui ne sont pas... Alors, c'est des gens qui ne sont pas médecins, mais il y a un autre problème que je vois, et j'invite toutes mes consoeurs à en parler un peu. La santé de la femme, c'est hyper important. Et heureusement, il y a quand même quelques confrères qui en parlent et qui font ça très bien. Mais souvent, c'est des hommes. T'as remarqué ça ? Merci pour ce super épisode. Merci, encore, je le terminerai pas avec le masque. J'avais vraiment prévu tellement de happening avec ce masque. Mais franchement, je vais le... Tu feras des réels. Non, mais tu sais que je vais en parler sur mes réseaux et tout, parce que je suis sûre que ça va grave intéresser les gens. Bon, après, parfois, je suis journaliste, je sais plus ce que je fais. Mais tu vois, je me dis... c'est quand même sympa, vu que c'est une mode de bien débriefer de ce masque et d'informer, de faire etc. La part des choses, bien sûr. Mais oui, c'est hyper intéressant. En fait, parfois, je me dis, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on se regarde pas un peu trop, etc. Le côté, il y a des guerres et tout. Et moi, c'est vrai que je traite aussi de ces sujets-là et je me dis, qu'est-ce que je m'en fous de faire du Botox avec tout ce qui se passe dans le monde. Et en fait, non, parce que n'importe qui peut avoir des complexes, n'importe qui peut avoir envie. Ça fait partie de la santé, le bien-être Et alors, la ménopause, la périménopause, une ouais. femme en guerre est en train de le vivre à l'instant T et peut-être qu'elle aurait besoin aussi de conseils et d'être aidée, quoi. Tout à fait. C'est pour tout le monde ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je le répète, mais je m'en fiche. Je vous le répète à chaque fois. Des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, sur des commentaires sur YouTube. Voilà, on est partout
On fait un contenu vidéo. On se casse la tête à faire un contenu vidéo en 4K, les gars. Donc, s'il vous plaît, soutenez-nous, mettez des commentaires. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser, évidemment, ou des retours, des choses en disant « Ah, mais ça, j'ai appris un truc de fou » ou alors « Moi, j'ai vécu ça et ça m'a permis d'apprendre ça et ça » grâce à Myriam. Merci encore 1000 fois d'être venue et d'avoir tourné autant d'épisodes. Voilà. Est-ce que tu peux laisser juste un petit mot que tu nous liras à la fin? J'ai une idée de ce que tu vas écrire. Donc, chaque fin d'épisode, mes invités laissent un mot et vous le verrez dans le générique de fin. Et vous l'entendrez. Si vous écoutez l'audio et que vous ne regardez pas le... Ah, tu vois, je ne pensais pas que c'était ça. Si vous écoutez le podcast et que vous ne le regardez pas, ce que je comprends, il y a des puristes de l'écoute, et je le comprends 1000 fois. Elle le dira dans le micro, Myriam. Équilibre. Parce que tout est un équilibre, en fait, que ce soit en termes de santé, d'esthétique, de skincare. Voilà, on a quand même des injonctions permanentes, surtout chez la femme. Il faut. Tout est une question d'équilibre. Très important. Très bien, on termine sur ça. Je pensais que tu allais mettre crème solaire. Merci beaucoup, merci à tous. Salut. Salut Myriam. Salut.